2. Énumération des opinions communes à vérifier. On est également d'accord sur les points suivants. 1. La tempérance, comme l'endurance, font partie des états vertueux et louables. Et d'autre part, l'intempérance, aussi bien que la mollesse, rentre dans les états à la fois pervers et blâmables. 2. L'homme tempérant se confond avec celui qui s'en tient fermement à son raisonnement, et l'homme intempérant est celui qui est enclin à s'en écarter. L'intempérant, sachant que ce qu'il fait est mal, le fait par passion, tandis que le tempérant, sachant que ses appétits sont pervers, refuse de les suivre par la règle qu'il s'est donnée. 4. L'homme modéré est toujours un homme tempérant et endurant, tandis que l'homme tempérant et endurant n'est toujours modéré qu'au sentiment de certains à l'exclusion des autres. Les uns identifient l'homme déréglé avec l'intempérant et l'intempérant avec l'homme déréglé, et en les confondant ensemble, tandis que les autres les distinguent. 5. Quant à l'homme prudent, tantôt on prétend qu'il n'y est pas possible d'être intempérant, tantôt au contraire que certains hommes, tout en étant prudents et habiles, sont intempérants. 6. De plus, on dit qu'il y a des hommes intempérants, même en ce qui concerne colère, honneur et gain. Et non seulement circa voluptate, la faiblesse de caractère se traduit dans tous les domaines. 3. Examen des apories. Voilà donc les propositions que l'on pose d'ordinaire, mais on peut se demander comment un homme jugeant avec rectitude verse dans l'intempérance. Quand on a la science, cela n'est pas possible, au dire de certains, car il serait étrange, ainsi que Socrate le pensait, qu'une science résidant en quelqu'un puisse se trouver sous le pouvoir d'une autre force et tirer en tous sens à sa suite comme une esclave. Socrate en effet combattait à fond cette façon de penser dans l'idée qu'il n'existe pas d'intempérance, puisque personne, selon lui, exerçant son jugement, n'agit contrairement à ce qu'il croit être le meilleur parti. Ce serait seulement par ignorance qu'on agit ainsi. Or, la théorie socratique est visiblement en désaccord avec les faits, et nous devons nous livrer à des recherches sur l'attitude en question. L'état d'esprit de l'homme qui agit mal tout en jugeant sainement. Si on agit ainsi par ignorance, il faut voir quelle sorte d'ignorance est en jeu, que l'homme en effet qui tombe dans l'intempérance ne croit pas avant de se livrer à sa passion qu'il devrait agir ainsi, c'est là une chose évidente. Mais il y a des auteurs qui n'acceptent la doctrine socratique que sur certains points et rejettent les autres. Que rien ne soit plus fort que la science, il accorde volontiers, mais qu'un homme n'agisse jamais à l'encontre de ce que l'opinion lui présente comme meilleur, il refuse de l'admettre. Et pour cette raison, prétendent que l'intempérant n'est pas en possession d'un véritable savoir quand il est asservi à ses plaisirs, mais seulement d'une opinion. Nous répondons que si c'est bien une opinion et non une science, si ce n'est pas une forte conviction qui oppose de la résistance, mais seulement une conviction débile, semblable à celle de l'homme qui hésite entre deux partis, nous ne pouvons que nous montrer indulgents envers celui qui sent fléchir ses opinions en face de puissants appétits. Et pourtant, en fait, la méchanceté ne rencontre chez nous aucune indulgence, pas plus qu'aucun autre état digne de blâme. Est-ce alors quand c'est la prudence qui oppose de la résistance ? Car c'est elle le plus fort de tous les états dont nous parlons. Mais cela est absurde. Le même homme serait en même temps prudent et intempérant, alors que personne ne saurait prétendre qu'un homme prudent est propre à commettre volontairement les actions les plus viles. En outre, nous avons montré plus haut que l'homme prudent est celui qui est apte à agir, puisque c'est un homme engagé dans les faits particuliers et qui possède les autres vertus. De plus, si la tempérance implique la possession d'appétits puissants et pervers, l'homme modéré ne sera pas tempérant, ni l'homme tempérant modéré, car le propre d'un homme modéré, c'est de n'avoir ni appétit excessif, ni appétit pervers. Mais l'homme tempérant, lui, doit en avoir, car si ses appétits sont bons, la disposition qui le détourne de les suivre sera mauvaise, et ainsi la tempérance ne sera pas toujours elle-même bonne. Si au contraire les appétits sont débiles sans être pervers, il n'y aura rien de glorieux à les vaincre, ni s'ils sont pervers et débiles, rien de remarquable. De plus, si la tempérance rend capable de demeurer ferme dans toute opinion quelle qu'elle soit, elle est mauvaise dans le cas par exemple où elle fait persister même dans une opinion erronée. Et si l'intempérance par contre rend apte à se dégager de toute opinion quelle qu'elle soit, il y aura une intempérance vertueuse dont le Néoptolème de Sophocle dans le Philoctète est un exemple. On doit l'approuver en effet de ne pas persister dans une résolution inspirée par Ulysse à cause de sa répugnance pour le mensonge. En outre, il y a l'aporie provenant de l'argument sophistique que voici,
Du fait que les sophistes veulent enfermer leurs adversaires dans des propositions contraires aux opinions communes, de façon à montrer leur habileté en cas de succès, le syllogisme qui en résulte aboutit à une aporie. La pensée en effet est enchaînée quand, d'une part, elle ne veut pas demeurer où elle est, parce que la conclusion ne la satisfait pas, et que d'autre part, elle est incapable d'aller de l'avant parce qu'elle ne peut résoudre l'argument qui lui est opposé. Or, de l'un de ces arguments, il suit que la folie combinée avec de l'intempérance est une vertu. On accomplit le contraire de ce qu'on juge devoir faire grâce à l'intempérance, et d'un autre côté, on juge que ce qui est bon est mauvais et qu'on ne doit pas le faire. Et le résultat sera ainsi qu'on accomplira ce qui est bon et non ce qui est mauvais. En outre, l'homme qui, par conviction, accomplit et poursuit ce qui est agréable et le choisit librement, peut être considéré comme meilleur que celui qui agit de même, non pas par calcul, mais par intempérance. Il est plus facile en effet de guérir le premier du fait qu'on peut le persuader de changer de conviction. Au contraire, l'intempérance verra appliquer le proverbe qui dit « Quand l'eau vous étouffe, que faut-il boire par-dessus » Car si l'intempérant avait la conviction qu'il doit faire ce qu'il fait, assurément sa conviction une fois modifiée, il cesserait de le faire, mais en réalité, tout en étant convaincu, il n'en fait pas moins des choses toutes différentes. Enfin, si l'intempérance a rapport à toutes sortes d'objets, et la tempérance également, quel homme est intempérant purement et simplement? Personne, en effet, n'a toutes les formes d'intempérance, et pourtant nous disons que certains sont intempérants d'une façon absolue. 4. Solution des apories, tempérance et connaissance. Les apories se présentent donc sous les différentes formes que nous venons d'indiquer. Certains de ces points doivent être résolus et les autres laissés debout, car résoudre de l'aporie, c'est découvrir le vrai. En premier lieu, il faut examiner si l'homme intempérant agit sciemment ou non, et si c'est sciemment, en quel sens il sait. Ensuite, quelle sorte d'objet devons-nous poser comme rentrant dans la sphère de l'homme intempérant et de l'homme tempérant, je veux dire s'il s'agit de toute espèce de plaisir et de peine, ou seulement de certaines espèces déterminées. Et si l'homme tempérant est identique à l'homme endurant, ou s'il est autre, et pareillement en ce qui concerne les autres questions de même espèce que la présente étude. Un point de départ pour notre examen est de savoir si l'homme tempérant ainsi que l'homme intempérant sont différenciés par leurs objets. La persistance du logos chez l'homme tempérant. Pour notre examen est de savoir si l'homme tempérant ainsi que l'homme intempérant sont différenciés, ou par leur façon de se comporter. Autrement dit, si l'homme intempérant est intempérant simplement par rapport à tel ou tel objet, ou si ce n'est pas plutôt parce qu'il se comporte de telle manière, ou si ce n'est pas plutôt encore pour ces deux raisons à la fois. Ensuite, nous nous demanderons si l'intempérance et la tempérance s'étendent à la conduite tout entière, ou seulement à certaines parties de celle-ci. L'homme, en effet, Aristote répond ici immédiatement à la seconde question qui vient d'être posée. L'intempérance a rapport seulement aux objets où se montre l'homme déréglé. Qui est intempérant au sens absolu n'est pas tel par rapport à tout objet quel qu'il soit, mais seulement par rapport aux choses où se révèle l'homme déréglé. Il n'est pas non plus caractérisé par le fait d'avoir simplement rapport à ces choses, car alors son état se confondrait avec le dérèglement, mais par le fait d'être avec elles dans un rapport d'une certaine espèce. L'homme déréglé, en effet, est conduit à satisfaire ses appétits par un choix délibéré, pensant que son devoir est de toujours poursuivre le plaisir présent. L'homme intempérant, au contraire, n'a aucune pensée de ce genre, mais poursuit néanmoins le plaisir. 5. Solution de l'aporie sur les rapports de la science et de la tempérance. La doctrine d'après laquelle c'est en réalité à l'encontre d'une opinion vraie et non d'un savoir véritablement scientifique que nous agissons dans l'intempérance, cette doctrine ne présente aucun intérêt pour notre raisonnement. Certains en effet de ceux qui professent une opinion n'ont aucune hésitation et croient posséder une connaissance exacte. Si donc on prétend que c'est grâce à la faiblesse de leur conviction que ceux qui ont une simple opinion sont plus portés à agir à l'encontre de leur conception du bien que ceux qui possèdent la science, il n'y aura aucune différence à cet égard entre science et opinion, puisque certains hommes ne sont pas moins convaincus des choses dont ils ont l'opinion que d'autres des choses dont ils ont la science, et on peut le voir par l'exemple d'Héraclite. Mais puisque le terme « avoir la science » se prend en double sens, car celui qui possède la science mais ne l'utilise pas, et celui qui l'utilise actuellement sont dits l'un et l'autre « avoir la science », il y aura une différence entre un homme qui, possédant la science mais ne l'exerçant pas, fait ce qu'il ne faut pas faire, et un autre qui fait de même en possédant la science et en l'exerçant. Ce dernier cas paraît inexplicable, mais il n'en est plus de même s'il s'agit d'une science ne s'exerçant pas.